Un directeur de cimetière observe Daniel Thompson visiter la tombe de sa femme décédée chaque dimanche pendant 8 mois. Il apporte du café, parle pendant des heures, mais son rituel devient de plus en plus sombre. Quand Daniel arrive avec une valise pleine de souvenirs lors d'une tempête, quelque chose d'inexplicable se produit. Lorsque vous travaillez dans un cimetière, vous voyez des choses qui vous font remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la vie et la mort. Ce qui est arrivé au couple Thompson était l'une de ces choses. Appuyez sur le bouton s'abonner et laissez un petit like si vous êtes prêt à entendre quelque chose qui va vraiment vous perturber. Je veux que vous écoutez cette histoire. Ensuite, dites-moi, dans les commentaires, feriez-vous ce que Daniel a fait pour quelqu'un que vous aimez? Je m'appelle Robert Mitchell, je dirige le cimetière de Greenwood Memorial depuis 12 ans. Dans ce métier, vous apprenez à lire le chagrin, vous savez quand c'est sain et vous savez quand c'est le genre qui vous tue lentement. J'aurais dû faire confiance à mon instinct en sujet de Daniel Thompson. Daniel venait tous les dimanches à 2h30 précises. Honda Civic bleu, même place de parking près du chêne dans la section C. Il n'a jamais manqué une semaine dans les 8 mois qui ont suivi l'enterrement de sa femme Maria. Pluie, neige, chaleur écrasante, peu importe, il était là. Maria est morte à 34 ans dans un accident de voiture sur la route 9. Les funérailles m'ont brisé le cœur. Et j'en ai vu des centaines. Daniel se tenait là comme si quelqu'un lui avait arraché son âme. Il fixait ce cercueil comme s'il avait oublié comment respirer. Ce pauvre gars n'avait que 36 ans. Ce qui rendait Daniel différent, c'était son rituel. Chaque dimanche, il apportait 2 tasses de café venant du Diner Murphy's en ville. Il se dirigeait vers la tombe de Maria dans la section D. Il s'asseyait sur le banc en pierre. Il plaçait une tasse sur sa pierre tombale, gardait l'autre. Puis il lui parlait pendant exactement 2 heures, comme si elle était assise là, écoutant. J'ai d'abord remarqué cela environ 3 semaines après les funérailles. Je faisais ma tournée habituelle quand je l'ai vu là avec ses 2 tasses de café. Au début, je pensais qu'il attendait de la famille, mais semaine après semaine, c'était juste Daniel parlant calmement au granit, traitant cette pierre tombale comme si sa femme était de l'autre côté, sirotant son café et parlant de sa semaine. Je ne l'ai jamais interrompu, le chagrin est personnel. La dernière chose dont quelqu'un a besoin, que le directeur du cimetière vienne interrompre avec des mots vides. Mais je l'observais, d'une part par souci professionnel, d'autre part par curiosité. Au fil des mois, j'ai vu son rituel évoluer de manière qui aurait dû être des signes d'alerte. Le printemps a commencé avec des larmes. Pas de pleurs dramatiques de film, mais le genre calme et constant qui vient avec le choc. Daniel parlait en phrases hachées, sa voix se bloquait, ses mains tremblaient alors qu'il tenait son café. Parfois, il tendait la main et traçait le nom de Maria sur le granit avec ses doigts, comme s'il pouvait la sentir à travers la pierre. En été, les larmes s'étaient arrêtées. Mais les paroles continuaient, sa voix devenait plus stable, plus proche de la conversation normale. Il racontait à Maria ce qui se passait au travail, des clients qui le rendaient fou, le nouveau restaurant sur Main Street, le chat du voisin qui dormait sur leur porche, de vraies discussions de couples mariés, partageant les petites choses qui composent une vie. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué qu'il avait perdu du poids, peut-être 15 livres. Ses vêtements pendaient, son visage avait l'air tiré. La fin de l'été a tout changé. Daniel venait toujours chaque dimanche, apportait toujours 2 cafés, s'asseyait toujours pendant 2 heures, mais les conversations étaient devenues des murmures. Pour la plupart, il restait juste assis en silence, tenant sa tasse avec les 2 mains, fixant cette pierre tombale avec une intensité qui me mettait mal à l'aise. Parfois, je le voyais tendre la main vers l'espace vide sur le banc, sa main bougeant comme s'il tenait des doigts invisibles. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'inquiéter. Après 12 ans ici, je connais la différence entre un chagrin sain et celui qui vous entraîne si profondément dans le passé que vous ne pouvez voir aucun avenir.
Daniel montrait tous les mauvais signes. J'ai pensé à l'approcher, peut-être lui suggérer de parler au pasteur Williams ou au docteur Chen, le conseiller en deuil, mais chaque fois que j'ai eu le courage nécessaire, quelque chose me retenait, peut-être le respect de sa vie privée, peut-être mon propre malaise face à la douleur des autres. Quoi qu'il en soit, je gardais ça à mes distances. Je me disais que tant qu'il ne causait pas de problème, ce n'était pas mes affaires. L'automne a apporté quelque chose de nouveau qui m'a vraiment touché. Daniel a commencé, à apporter des choses de chez lui, des objets qui appartenaient évidemment à Maria. Un dimanche, c'était un roman de poche qu'il a déposé à côté de sa tasse de café. Une autre fois, une petite violette en pot qu'il a placée à la base de sa pierre tombale. Une fois, je l'ai vu apporter une boîte à bijoux qu'il a ouverte et laissée sur le granit pendant toute sa visite. Puis il l'a emportée chez lui, mais c'était la valise qui aurait dû être mon dernier avertissement. Ce dernier dimanche de mars, c'était une de ces journées de début de printemps confuses. Elle ne pouvait pas décider quel temps elle voulait. Elle a commencé lumineuse et claire, mais à midi, de gros nuages s'étaient levés à l'ouest, l'air semblait chargé, comme si le ciel retenait son souffle. J'ai entendu la Honda de Daniel entrer vers 2h15, mais quelque chose était différent. Au lieu du claquement habituel de la porte et des pas sur le gravier, il y avait une longue pause. J'ai regardé par ma fenêtre. Je l'ai vu debout près de sa voiture, scrutant le ciel qui s'assombrissait avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Puis j'ai vu la valise, bleu marine avec des coins en laiton, le genre vintage qui parle de meilleurs temps et de voyages heureux. Daniel l'a soulevée de son coffre avec les deux mains, la tenant comme quelque chose de sacré. Même de ma fenêtre, je pouvais dire que ce n'était pas juste un bagage ordinaire. Il y avait quelque chose de délibéré dans la manière dont il la portait, comme si cela signifiait tout. Après 12 ans à gérer cet endroit, vous développez des instincts pour savoir quand quelque chose ne va pas, ce n'est pas quelque chose de spécifique, plus comme le rythme normal qui est perturbé. En regardant Daniel marcher vers la section D avec cette valise et ses tasses de café habituelles, tous mes instincts professionnels criaient que ce dimanche était différent. J'ai essayé de me concentrer sur des papiers, mais je ne pouvais pas m'empêcher de jeter des coups d'œil par la fenêtre. Daniel était arrivé à la tombe de Maria, faisant son rituel, un café sur la pierre tombale. Un pour lui, s'installant sur le banc, mais cette valise était à côté de lui comme une troisième personne. Et moi, au lieu de sa posture habituelle de conversation, il était assis parfaitement immobile, les mains repliées, fixant la pierre tombale avec une intensité effrayante. À 3h30, les nuages s'étaient épaissis. De grosses gouttes de pluie ont commencé à tomber. La plupart des gens auraient cherché un abri, mais Daniel restait là comme s'il ne remarquait même pas le temps. J'ai pris un parapluie. J'ai décidé d'aller voir officiellement pour vérifier le drainage autour des anciennes tombes, en réalité pour avoir un regard plus proche de ce qui se passait. En m'approchant de la tombe de Maria, j'ai pu entendre Daniel parler, mais sa voix était différente. Ce n'était pas le ton conversationnel que j'avais entendu pendant des mois. C'était urgent, intense, les mots sortaient en tumulte comme s'il manquait de temps. Je ne pouvais pas distinguer les détails d'où je me cachais derrière un monument à 20 pieds. Mais le poids émotionnel était indéniable. La pluie tombait régulièrement maintenant, mais Daniel semblait complètement inconscient. Ses vêtements étaient trempés, ses cheveux collés à sa tête, mais il continuait à parler à cette pierre tombale avec une désespérance qui frôlait la panique. À un moment, il a posé sa main sur la valise. Je l'ai entendu dire quelque chose comme « J'ai amené tout ce que tu aimais, Maria, tout ce que nous avons partagé. » J'aurais
dû m'approcher de lui à ce moment-là, j'aurais dû lui offrir un abri, essayer de parler, mais quelque chose me retenait, peut-être la nature sacrée de ce que je voyais, peut-être ma propre lâcheté face à tant de chagrin brut. À la place, je suis retourné à mon bureau, j'ai observé par la fenêtre alors que Daniel continuait sa veillée sous la pluie à 5 heures. Bien après son horaire habituel, il était toujours là. La pluie s'était transformée en déluge. J'étais réellement inquiet. J'ai décidé d'aller insister pour qu'il vienne à l'intérieur, mais ensuite je l'ai vu se lever. Au lieu d'aller vers sa voiture, il a fait quelque chose qui m'a glacé le sang. Daniel a ouvert la valise. De ma fenêtre, je ne pouvais pas voir exactement ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je l'ai vu retirer des objets, les placer soigneusement autour de la tombe de Maria. Cela lui a pris près de 20 minutes, manipulant chaque chose comme des artefacts religieux. Quand il a terminé, il a fermé la valise vide, l'a mise de côté et retourné sur le banc. Mais maintenant, il ne parlait plus, assis juste sous la pluie battante, parfaitement immobile, fixant la pierre tombale de Maria. Entouré de tous les souvenirs qu'il avait ramenés de chez lui, il y avait quelque chose de final dans sa posture, comme un homme qui avait dit tout ce qu'il avait besoin de dire et qui attendait juste. Je suis resté dans mon bureau jusqu'après la tombée de la nuit, jetant un œil tous les quelques minutes. La pluie s'est arrêtée vers 7h30, mais il est resté sur ce banc, immobile comme la pierre. À 9h, j'étais sur le point d'appeler la police quand j'ai vu Daniel se lever enfin. Il a récupéré les objets autour de la tombe, les a remis dans la valise, a marché lentement vers sa voiture. J'ai regardé ses phares disparaître. Je me suis dit que tout allait bien, qu'il avait simplement besoin d'une visite plus longue. Mais au fond de moi, là où vivent les instincts, les instincts professionnels, je savais que j'avais été témoin de quelque chose qui ressemblait à un adieu. J'aurais dû l'appeler cette nuit-là, j'aurais dû trouver son numéro et vérifier comment il allait, mais je ne l'ai pas fait. Je suis rentré chez ma famille, j'ai dîné, j'ai aidé ma fille avec ses devoirs, j'ai essayé de me convaincre que je réagissais de manière excessive. Lundi matin est arrivé gris et pluvieux. Je suis arrivé au cimetière à 7h30 comme toujours. J'ai commencé ma routine habituelle. Nous avions un service à 10h. Borgam Patterson, une femme de 93 ans qui était décédée paisiblement dans son sommeil. Tommy Rodriguez, notre jardinier, a trouvé Daniel. Tommy travaille ici presque aussi longtemps que je suis directeur. Un gars silencieux et fiable qui est fier de l'entretien. Il a un talent surnaturel pour repérer quoi que ce soit hors de son place. Ce lundi matin, il faisait son inspection habituelle dans la section D quand il est venu en courant à mon bureau, le visage pâle, les mains tremblantes. « Monsieur Mitchell, dit-il, peinant à reprendre son souffle, vous devez venir dans la section D tout de suite. Il y a quelqu'un près de la tombe des Thompson et je pense qu'il est mort. » Le chemin a semblé une éternité. Même si ce n'était peut-être que 2 minutes, Tommy menait la marche. Son rythme habituel remplacé par des pas urgents, presque frénétiques. En approchant de la section D, j'ai pu voir une silhouette affaissée sur le banc en pierre à côté de la pierre tombale de Maria. Mon cœur s'est serré en reconnaissant le profil de Daniel. Il était assis exactement comme je l'avais vu pour la dernière fois. Mais maintenant, son immobilité avait une qualité qui était indéniablement finale. La tête légèrement penchée en arrière, les yeux fermés, les mains paisiblement repliées. Si ce n'était pas pour l'aspect pâle et l'absence totale de respiration, il aurait juste pu ressembler à quelqu'un en train de faire la sieste. Mais Daniel Thompson ne faisait pas la sieste. Daniel Thompson était mort. Lorsque vous trouvez un corps sur le terrain d'un cimetière, il y a des protocoles. Sécurisez la zone. Appelez le 911. Ne touchez à rien. J'avais déjà traversé cela 2 fois, pas mal, 2 fois auparavant. Une fois lorsqu'un homme âgé a eu une crise cardiaque en visitant sa femme. Une fois lorsqu'un adolescent a fait une overdose derrière le cabanon de maintenance. Dans les 2 cas, le protocole m'avait bien servi. Mais là, face à la dépouille de Daniel, j'ai eu du mal à maintenir un détachement professionnel.
Ce n'était pas juste un corps, c'était quelqu'un que j'avais observé et pour qui je m'étais inquiété pendant des mois. Quelqu'un dont le chagrin avait évolué d'une angoisse brute à un désespoir tranquille. J'ai envoyé Tommy appeler le 911 pendant que je restais pour sécuriser la scène. Mais en attendant la police et les paramédics, j'ai remarqué des détails qui me hantaient pendant des semaines. Une petite enveloppe blanche glissée sous la main droite de Daniel. Acquis de droit, écrite en lettres majuscules, soigné. Sur le sol à côté du banc, une bouteille de prescription vide avec le nom de Daniel bien visible et éparpillé autour de la tombe de Maria, exactement comme je l'avais vu arrangé, se trouvaient des objets racontant l'histoire d'un mariage interrompu. Photo de mariage de Daniel et Maria riant de quelque chose en dehors du champ de vision de l'appareil. Petite boîte à bijoux contenant les bagues de Maria. Roman de poche Orgueil et Préjugés fourré avec des marque-pages fabriqués à partir de billets et de reçus. CD de leur chanson de mariage, Petite orchidée en pot avec une note disant que c'était la fleur préférée de Maria. Et le plus déchirant, 2 délicates tasses en porcelaine avec des motifs floraux. Le genre pour les occasions spéciales. Pas les tasses thermiques du diner Murphy's. La police est arrivée dans les 10 minutes, suivie des paramédics et du médecin légiste du comté. L'agent Sarah Walsh a pris les choses en main avec une efficacité professionnelle, photographiant tout, emballant des preuves, interrogeant Tommy et moi sur la découverte du corps et le comportement récent de Daniel. L'enveloppe contenait exactement ce à quoi je m'attendais, une note de suicide dans l'écriture soignée de Daniel, expliquant qu'il ne pouvait pas vivre sans Maria. Demandant pardon à quiconque blessé par sa décision, il avait laissé des instructions pour ses funérailles, demandant une inhumation dans la parcelle à côté de Marié qu'il avait acheté des mois plus tôt. Il avait également laissé un don pour notre fonds d'entretien avec une demande que quelqu'un continue d'apporter du café à la tombe de Maria chaque dimanche. Le médecin légiste a confirmé ce que la bouteille de prescription impliquait. Daniel était mort d'une overdose de somnifères, probablement dans les premières heures du matin. Aucun signe de jeu troublant. Personne d'autre impliqué. Suicidaire direct d'un veuf en deuil qui avait choisi de mourir là où sa femme était enterrée. Mais quelque chose dans la scène me dérangeait, quelque chose que je ne pouvais pas articuler à l'agent Walsh. Rien de dramatique ou de suspect, juste un sentiment qu'il y avait plus à l'histoire de Daniel que ce que les preuves physiques Buchanan montraient. Peut-être était-ce son expression paisible, ou la manière dont il avait soigneusement arrangé les affaires de Maria, ou le fait qu'il avait choisi de mourir sur le banc où il avait passé tant de dimanches après-midi à lui parler. Quoi que ce soit, cela me laissait l'impression que son histoire n'était pas tout à fait complète. L'enquête s'est conclue en 48 heures. Le corps de Daniel a été remis à l'agence funéraire qu'il avait spécifiée. Le service était prévu pour vendredi après-midi. Je superviserai les arrangements funéraires selon ses souhaits. Les funérailles pour les victimes de suicide sont toujours difficiles. Mais celle de Daniel était particulièrement déchirante parce que tout le monde en ville le connaissait. L'église méthodiste était pleine de collègues, d'anciens amis d'école, des gens qu'il avait connus comme l'homme silencieux et gentil qui avait aimé sa femme si complètement qu'il ne pouvait imaginer la vie sans elle. Le pasteur Williams a prononcé une oraison funèbre compatissante en mettant l'accent sur la vie de Daniel plutôt que sur sa mort, parlant de son dévouement au travail, de sa dévotion à Maria, des actes de gentillesse silencieux qui ont touché tant de personnes. Il y a eu des larmes, mais aussi de la compréhension. Reconnaissance collective que la décision de Daniel, bien que tragique, provenait de l'amour plutôt que du désespoir. Alors que le cortège funèbre se dirigeait vers Greenwood Memorial, je me suis retrouvé à penser à tout ceci dimanche après-midi. Regardez Daniel assis sur ce banc, parlant à la pierre tombale de Maria comme si elle était juste là à ses côtés. Sa mort semblait être la conclusion naturelle d'une histoire d'amour interrompue par la tragédie, mais qui n'était jamais vraiment terminée. Le service d'inhumation était bref et digne.
conduit au bord de la tombe avec le cercueil de Daniel positionné exactement comme il l'avait demandé. Alors que le pasteur Williams prononçait les derniers mots et que le cercueil était abaissé, j'ai remarqué que quelqu'un avait placé une seule rose rouge sur la pierre tombale de Maria. Un geste à la fois beau et déchirant. C'est alors que les pleureurs ont commencé à se disperser que je l'ai vue. Elle se tenait à environ 30 pieds, partiellement cachée derrière le monument de la famille Whitmore. À première vue, juste une autre pleureuse rendant hommage, peut-être une collègue que je n'avais pas rencontrée, mais quelque chose m'a incité à regarder 2 fois. Et quand j'ai fait, ma respiration s'est interrompue. La femme portait une robe bleu marine avec de petites fleurs blanches, la même robe que Maria Thompson avait portée dans la photo de mariage que Daniel avait apportée à sa tombe. Des cheveux châtains coupés à la longueur des épaules, élégants et pratiques, avec des mèches grises aux tempes attrapant la lumière de l'après-midi, la bonne taille, la bonne carrure et le bon âge que Maria aurait eu si elle avait vécu. Mais son visage a fait s'accélérer mon cœur, même à 30 pieds de distance, partiellement à l'ombre du monument. Je pouvais voir que cette femme avait une ressemblance frappante avec Maria Thompson. D'après les dizaines de photos que Daniel m'avait montrées, les mêmes traits délicats, la même expression douce, la même manière de se tenir qui témoignait d'une confiance tranquille, je me suis dit que cela devait être un parent, une sœur. Une cousine avec une ressemblance familiale. Pas rare que la famille assiste à des funérailles, mais le comportement de cette femme me semblait étrange, alors que d'autres pleureurs se regroupaient autour de la tombe de Daniel offrant des condoléances. Cette femme se tenait à l'écart, observant, avec une expression à la fois profondément triste et étrangement paisible. Alors que la foule s'éclaircissait et que les gens se dirigeaient vers leur voiture, j'ai décidé de l'approcher. En partie par courtoisie professionnelle, je faisais toujours un point d'honneur à parler aux visiteurs inconnus, en partie par curiosité personnelle sur son lien avec Daniel et sa Maria, mais alors que je marchais vers le monument, elle semblait sentir mon approche. Elle s'est retournée et a commencé à s'éloigner d'un pas décidé, comme si elle savait exactement où elle allait. J'ai accéléré le pas, ne voulant pas la perdre dans le dédale des tombes. Excusez-moi, bien t'ai-je appelé, ma voix portant plus loin que prévu dans le calme de l'après-midi. Mademoiselle, puis-je vous parler ? Elle s'est arrêtée et s'est retournée. Pour la première fois, j'ai eu une vue claire et dégagée de son visage. La ressemblance avec Maria n'était pas seulement frappante, c'était impossible. Cette femme ne ressemblait pas à Maria, alors elle ressemblait exactement à Maria. Jusqu'à la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche dont Daniel avait parlé à cause d'un accident de vélo pendant son enfance. « Vous êtes Monsieur Mitchell, n'est-ce pas ?» dit-elle, la voix douce mais claire, avec une nuance d'accent du sud que je me souvenais que Daniel avait dit que Maria l'avait gardé de son enfance en Géorgie. Le directeur du cimetière ? J'ai hoché la tête, trouvant soudain difficile de parler. De près, la ressemblance était désorientante. Cette femme avait les yeux de Maria, la teinte inhabituelle de vert que Daniel décrivait comme la couleur du vert de mer. Le sourire de Maria, chaleureux et authentique, mais triste au bord. Même la manière de Maria de pencher la tête lorsqu'elle parlait, comme si elle écoutait vraiment. « Je voulais vous remercier », continua-t-elle, sa voix apprenant une sincère gratitude, d'avoir pris soin de Daniel pendant tous ces mois. Je sais qu'il appréciait d'avoir quelqu'un qui comprenait ce qu'il traversait. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Comment pouvait-elle savoir ce que j'avais observé lors des visites de Daniel ? Comment pouvait-elle savoir que je veillais sur lui, m'inquiétant pour lui ? Et comment pouvait-elle se tenir là en train de parler alors que Maria Thompson était morte depuis 8 mois ? Je suis désolé, parvins-je à dire, ma voix paraissant étrange à mes propres oreilles. Je ne pense pas que nous nous soyons rencontrés. Êtes-vous un membre de la famille de Maria, une sœur ? Elle sourit alors, et c'était exactement le sourire de Maria. La même expression que sur la photo de mariage, la même chaleur douce qui avait fait tomber Daniel amoureux. Une sorte de cela,
dit-elle, confirmant et niant ma question simultanément. Je voulais juste que vous sachiez que Daniel ne souffre plus, il est en paix maintenant. Et moi aussi. Avant que je puisse répondre, avant que je puisse lui demander son nom ou comment elle connaissait Daniel, elle s'est retournée et a commencé à s'éloigner. Cette fois, je l'ai suivie plus urgemment. Mon calme cédant enfin face à un besoin écrasant de comprendre ce qui se passait. « Attendez !» ai-je appelé, me mettant à jogger pour la suivre à son pas étonnamment rapide. « S'il vous plaît, j'ai besoin de vous poser des questions. Comment avez-vous connu Daniel ? Comment saviez-vous pour ses visites ?» Mais elle n'a pas ralenti, n'a même pas freiné. Elle a continué à travers la section D avec un pas confiant, naviguant entre les tombes comme quelqu'un qui avait parcouru ces chemins des centaines de fois. Je l'ai suivie jusqu'à la porte principale, mon cœur battant d'effort et de confusion. Mais quand je suis arrivé à l'entrée, elle avait disparu. Le parking était presque vide, juste ma voiture, le pick-up de Tommy et le corbillard en train d'être chargé de fleurs. Aucun signe de la femme en bleu marine, aucune indication de la direction qu'elle avait prise. Je suis resté là plusieurs minutes, scrutant la route dans les deux sens, cherchant une trace, mais c'était comme si elle avait disparu dans les airs. La seule preuve de notre conversation était le parfum persistant de jasmin, le même parfum que Daniel avait dit que Maria portait autrefois. Ce soir-là, je suis resté tard, officiellement, pour terminer des papiers, mais en réalité pour revoir les bas enregistrements de vidéosurveillance de l'après-midi. Greenwood Memorial avait une surveillance complète, des caméras à toutes les entrées et à travers les terrains. Si la femme était entrée ou sortie par des moyens normaux, les caméras l'auraient enregistré. Après avoir examiné 4 heures de séquence, c'est-à-dire de 6 caméras, je n'ai rien trouvé. Les caméras avaient enregistré le service funèbre, les pleureurs arrivant et partant. Tommy et moi faisant nos tâches habituelles. Mais aucune trace de la femme en bleu marine, comme si elle n'avait jamais été là du tout. Je me suis dit qu'il devait y avoir une explication logique. Peut-être qu'elle était arrivée avec d'autres pleureurs et était partie de la même manière, évitant d'une manière ou d'une autre les angles des caméras. Peut-être qu'elle était une lointaine parenté provenant de l'extérieur de la ville qui avait emprunté des chemins secondaires que nos caméras ne couvraient pas. Peut-être que le stress dû au suicide de Daniel et le poids émotionnel des funérailles avaient affecté ma perception, me faisant voir des ressemblances qui n'étaient pas là. Mais au fond de moi, là où les explications rationnelles vont mourir, je savais ce que j'avais vu. J'avais parlé à Maria Thompson, j'avais regardé dans ses yeux, entendu sa voix, ressenti la chaleur de sa présence, et elle m'avait remercié d'avoir pris soin de Daniel pendant ces longs mois de solitude où il était en train de mourir lentement de chagrin. Au cours des semaines suivantes, je me suis retrouvé à revenir à cette conversation, analyser chaque mot, chaque geste, chaque détail dont je pouvais me souvenir. Plus j'y pensais, plus je devenais convaincu que quelque chose d'extraordinaire s'était produit ce vendredi après-midi, quelque chose qui défiait toute explication rationnelle, mais qui semblait plus réel que tout ce que j'avais vécu depuis des années. 3 semaines après les funérailles de Daniel, je faisais ma tournée habituelle du dimanche matin lorsque j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait m'arrêter net. Là, sur les tombes de Daniel et Maria, il y avait des arrangements floraux frais, pas de bouquets élaborés de maisons funéraires, mais de simples bouquets de fleurs de saison. Des roses blanches et des gypsophiles disposés avec soin et amour. Je pensais qu'ils venaient de la famille ou d'amis, mais lorsque j'ai appelé la sœur de Daniel plus tard ce jour-là, elle semblait être aussi perplexe que moi. Je pensais, est-ce que vous faisiez livrer des fleurs, dit-elle. Moi, mia bob un peu dit-elle. Et Daniel a toujours dit combien il appréciait la manière dont vous vous occupiez des choses ici. Mais je ne faisais pas livrer de fleurs. Et personne d'autre que j'ai pu identifier ne le faisait non plus.
Au cours des semaines suivantes, le schéma s'est poursuivi. Chaque dimanche matin, des fleurs fraîches apparaissaient sur les 2 tombes, aussi régulières que les visites de Daniel l'avaient été. J'ai commencé à arriver plus tôt le dimanche, espérant attraper celui qui les laissait. Mais peu importe à quelle heure j'y allais, 6h, 5h, même 4h30, matin déterminé, les fleurs étaient toujours déjà en place, fraîches et parfaitement arrangées, avec la rosée encore collant aux pétales comme si elles avaient été placées des instants auparavant. Les caméras de sécurité étaient également peu utiles. Semaine après semaine, je réexaminais les séquences du samedi soir au dimanche matin, mais les caméras n'ont jamais capturé qui que ce soit s'approchant des tombes. Les fleurs apparaissaient simplement entre les images, comme si elles s'étaient matérialisées à partir de rien. Après 3 mois, j'ai arrêté d'essayer de résoudre le mystère. Au lieu de cela, j'ai commencé à penser aux fleurs comme à un cadeau, non seulement pour Daniel et Maria, mais pour tous ceux qui visitaient cette section. Elles étaient devenues un symbole d'amour durable, un rappel que certains liens sont trop forts pour être brisés par la mort. Cela fait 6 mois depuis les funérailles de Daniel. Les fleurs dominicales continuent d'apparaître avec une régularité d'horloge. Le sentiment de paix autour des tombes de Daniel et Daniel et Maria est devenu l'une des caractéristiques les plus remarquées de Greenwood Memorial. Les gens viennent de villes voisines pour visiter ce que certains appellent les tombes de l'amour. Mais pour moi, le changement le plus significatif a été dans ma propre compréhension de ce travail. Pendant 12 ans, je pensais à moi-même comme simplement un gardien des morts, mais ma rencontre avec la femme qui pourrait ou non avoir été Maria Thompson m'a donné une perspective différente sur ce que signifie gérer un cimetière. Je comprends maintenant que des lieux comme celui-ci ne sont pas seulement des dépôts pour les défunts, ce sont des ponts entre le monde des vivants et ce qui se trouve au-delà. Il y a des espaces où l'amour continue d'exister même après que ceux qui ont créé cet amour sont partis. Chaque dimanche matin, lorsque je vois ces fleurs fraîches sur les tombes de Daniel et Maria, je me rappelle de la conversation que j'ai eue avec une femme qui ne pourrait pas avoir été là, mais qui l'était d'une manière ou d'une autre. Je pense à ces mots, que Daniel était en paix, qu'elle était en paix, que l'amour avait trouvé un moyen de transcender les frontières, séparant la vie de la mort, que ce que j'ai vécu ce vendredi était réel ou imaginaire, surnaturel ou psychologique, n'a pas autant d'importance que je le pensais auparavant. Ce qui compte, c'est que cela a changé la façon dont je vois mon travail, ma communauté et le pouvoir durable de la connexion humaine. Parfois, tard dans la nuit, lorsque je fais mes vérifications de sécurité finale, je sens un parfum de jasmin près de la section D et je souris, sachant qu'à quelque part, d'une manière ou d'une autre, Daniel Thompson continue d'avoir ses conversations dominicales avec la femme qu'il a tant aimée, qui l'a suivie dans ce qui vient après cette vie. Et chaque dimanche, sans faute, des fleurs fraîches apparaissent sur les 2 tombes. Un rappel hebdomadaire que certaines histoires d'amour sont trop puissantes pour être contenues dans les limites d'une seule vie. Je ne sais toujours pas qui laisse ces fleurs, je ne peux toujours pas expliquer la femme à qui j'ai parlé aux funérailles de Daniel. Je ne peux toujours pas rendre compte du sentiment de paix qui a transformé la section D d'un lieu de deuil en un lieu d'espoir, mais j'ai appris que certaines questions n'ont pas besoin de réponse et que certains mystères sont plus significatifs lorsqu'ils demeurent mystérieux. En fin de compte, peut-être que c'est ce dont parle vraiment l'histoire de Daniel et Maria, non pas la tragédie de l'amour interrompu par la mort, mais le triomphe de l'amour qui refuse d'être interrompu par quoi que ce soit au monde. Et si cela vaut la peine d'y croire, je ne sais pas ce qui pourrait l'être.